C'est sidérant, on va en parler avec vous. Pauline Revenat, chef du service police-justice de BFM TV. Fabrice Risoli, bonjour, merci d'être là, spécialiste de la grande criminalité et cofondateur de l'association Crime Halt. Jérôme Coumet, bonjour, vous êtes le maire d'Hiver-Gauche du 13e arrondissement à Paris. Et Rudy Mana est avec nous à distance. Bonjour Rudy Mana, porte-parole nationale d'Alliance pour la zone sud. Pauline, on est quand même sidéré. Je me souviens du slogan, c'est simple comme un coup de fil. Là, c'est simple comme un SMS. Il suffit de récupérer le numéro de téléphone sur les réseaux sociaux. Et c'est parti, en 3/4 d'heure, on est livré. Alors c'est rapide, c'est discret, c'est efficace. Ça rapporte quasiment autant pour les dealers. Il y a moins de gars embauchés si on parle économie, parce qu'il n'y a pas le guetteur, le chauffeur. Oui, il n'y a pas à surveiller le quartier, etc. Il y a un livreur. Il y a un peu moins de clients. En revanche, il y a des risques de contrôle. Donc c'est ça qu'il faut... Alors moi, ce qu'on m'a expliqué, il y a deux tendances intéressantes. C'est qu'en général, les livreurs garçons livrent les garçons. Et les livreurs filles livrent des filles, ce qui crée moins d'embrouilles dans la transaction, parce qu'on ne connaît pas quand même les gens avec qui on rentre en contact. Et la deuxième tendance, c'est que les livreurs sont plus souvent des livreuses, désormais, parce que le profil est plus facile à dissimuler pour les contrôles. Donc en fait, les modes de distribution et de consommation s'adaptent. Bon, on voit que Gérald Darmanin lance cette bataille contre ces Uber Sheet, Uber comme les livraisons de repas à domicile. Fabrice Risoli, c'est nouveau ce que l'on voit là? C'est pas nouveau. Non, c'est pas nouveau. Après, vous savez, nouveau, ça dépend si on recule de 6 mois, si on recule de 5 ans, de 10 ans. Je veux dire, il y a 10 ans, j'étais déjà très surpris que dans mon entourage, il y ait plein de SMS qui arrivent pour avoir des promotions. Donc là, il y a la dimension marketing. Elle n'est pas nouvelle, mais elle explose avec les applications, les smartphones, etc. C'est terrible ce que je veux dire, mais on va plus loin dans le service. Pardon ? On va plus loin dans le service. Alors, il y a la dimension marketing, puis la deuxième dimension, c'est la dimension livraison, express. Moi, je dis logistique, quelle que soit l'échelle qu'on analyse. Et donc, non, ce n'est pas nouveau. Il y a par exemple déjà 5 ans, c'était pas forcément des scooters, etc., mais c'était des voitures. Donc, comme des voitures privées, etc. Donc, non, c'est pas nouveau. Bon, Rudy Mana, comment ça se passe chez vous à Marseille? Je précise, Gérald Darmanin a annoncé qu'il allait renforcer les contrôles et il voulait systématiser les contrôles sur les livreurs de repas, en disant que dans le lot de ces livreurs de repas, on tombera bien sur des livreurs de cannabis ou de cocaïne. Ça marche comme ça? Alors à Marseille, ça marche, oui, un petit peu comme ça, mais il y a beaucoup aussi de livreurs, et ça a été dit précédemment dans votre reportage, qui sont avec leur scooter et qui viennent tout simplement livrer une commande qui a été passée sur un réseau social, Snapchat, Telegram, TikTok, peu importe, et qui passent totalement incognito dans la masse de circulation des véhicules et des scooters. La deuxième difficulté pour un policier, c'est de contrôler ces scooters. Parce que imaginez que quand on le contrôle, si le mec, c'est un vrai livreur Uber Sheet et qu'il a 400 grammes ou 500 grammes sur lui parce qu'il a plusieurs livraisons à faire, vous imaginez bien, Maxime, qui ne va pas s'arrêter. Et aujourd'hui, quand on sait les difficultés en France pour la loi autour du refus d'obtempérer, vous imaginez bien que ça va faire prendre des risques supplémentaires aux policiers pour interpeller ces individus. Et ça va être encore plus compliqué. Alors, Pauline Revenat l'a très bien dit, effectivement, ça rapporte moins d'argent, mais ça provoque aussi l'embauche de moins de personnes. Puisque quand vous êtes sur un trafic de stupes qui est localisé à un endroit, vous imaginez bien qu'il y a toute une sécurité à mettre en place autour, des guetteurs, des vendeurs, des gars qui surveillent autour de la cité. Alors que là, en fait, il y a juste besoin d'un réseau social, il y a juste besoin d'un livreur qui va récupérer le stupéfiant, qui va l'amener à l'adresse qui a commandé. Donc c'est une difficulté supplémentaire, mais il va falloir aussi cadrer la loi pour les policiers parce qu'on aura davantage de refus d'obtempérer et on sait les difficultés qu'on a avec ces refus d'obtempérer. Jérôme Coumet, il y a une chose, on a l'impression qu'on a fermé la porte en s'attaquant au point de deal, etc. Mais la drogue, elle passe pas par la porte, elle va passer par la fenêtre. De toute façon, elle va finir par arriver. Là, c'est par des livreurs ou par autre chose. Exactement. Alors, pour être très honnête, le fait qu'il y ait moins de supérettes en pied d'immeuble... ça vous va? Ça limite les nuisances pour les riverains directs. Mais effectivement, le trafic, c'est largement déployé. La période Covid a été un accélérateur, comme beaucoup de choses d'ailleurs. Et maintenant, y compris pour je ris, c'est pas drôle, mais y compris pour la livraison de drogue. Et y compris pour la livraison de drogue. Mais derrière tout ça, vous avez quand même un effet d'entreprise capitalistique qui commence à prendre le pas sur les livraisons individuelles. Et on le voit à Marseille, avec 2 gros groupes qui sont partagés le marché. Avec des choses qui sont professionnalisées, le packaging. Moi, j'étais très étonné en voyant au commissariat tout ce qu'ils avaient récupéré comme packaging. On dirait C'est-à-dire, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à un distributeur de bonbons, quoi, avec des choses très élaborées en termes de marketing, des promotions qui sont faites.
etc., etc., et jusqu'à la livraison, au mode de livraison, qui s'est évidemment beaucoup déployé. Et donc, c'est intéressant de suivre les équipes de la BAC, d'ailleurs, de ce point de vue-là, parce qu'on voit effectivement qu'ils s'attaquent de plus en plus souvent, effectivement, aux livreurs, parce que c'est le seul moment où on peut récupérer de la drogue, enfin, vraiment, de manière forte. Et d'ailleurs, sur le territoire du 13e arrondissement, les plus grosses affaires, c'était des livraisons en transit. C'est-à-dire que c'était pas des gens qui allaient au 13e, mais c'est des gens qui traversaient l'arrondissement. Et c'est là où on avait les plus grosses quantités. Il y a un deuxième phénomène, donc il y a Ubersheet dont on vient de parler. Et il y a aussi des locations d'appartements via Airbnb. Donc les dealers louent ces appartements et font venir les gens à eux. Donc ils inversent un petit peu la notion de distribution et de trafic. Et ça leur permet là aussi de réduire les contrôles. Donc ce qui est intéressant, c'est de voir que les modes de distribution s'adaptent aussi aux dispositifs policiers mis en place. C'est vraiment l'ubérisation jusqu'au bout du trafic de drogue. Fabrice Risoli, est-ce que ce sont les mêmes dealers, les mêmes groupes, les mêmes mafias qui sont derrière ces livraisons que ceux qui étaient au pied des immeubles? Oui, alors c'est souvent les mêmes, mais il ne faut pas oublier aussi qu'ils se diversifient, qu'ils trouvent une parade, parce qu'on s'est beaucoup focalisé sur les règlements de compte ou sur les nuisances au bas des immeubles. Mais il y a aussi tout ce réseau qu'on appelle le réseau consommateurs-revendeurs. Donc en fait, c'est le même réseau, mais il y en a qui achètent avec une plus grosse quantité, qui achètent 50 grammes, 100 grammes, ça dépend de la drogue. Et ensuite, ils vont chez les gens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est surpris par le packaging, par le scooter, par l'Ubersheet, mais les dealers vont chez les gens. Les gens se réunissent le samedi soir, ils achètent un peu plus en gros pour toucher moins cher, pour toucher de la meilleure qualité, mais les dealers rentrent chez les gens et ça se passe souvent plutôt bien. Et là, on voit la phase de livraison qui est visible maintenant par le Ubersheet, par le marketing, par l'application. Mais avant, ça se faisait par téléphone et les gens rentraient dans les appartements et livraient le samedi soir. Rudy Mana, est-ce que vous avez une idée de ce que ça peut rapporter à un livreur Ubersheet à la journée, à la semaine, de trafiquer comme ça ? Ça dépend, vous savez, c'est en fonction des endroits où les points de vente de stupéfiants ont fermé physiquement. Bon, je vous rassure, les gros points marseillais sont quand même restés en place. Mais effectivement, on a fait fermer des points. C'est gentil de nous rassurer sur ce point-là, Rudy Mana. Non, mais je préfère le dire quand même, c'est parce qu'on a l'impression qu'il n'y a plus que du Ubersheet. Non, il n'y a pas que du Ubersheet, il y a aussi des points de vente qui ont lieu dans les cités, malheureusement, au détriment des habitants qui y sont. Mais effectivement, vous avez un chiffre d'affaires qui est beaucoup moins important, mais comme vous embauchez beaucoup moins de monde, il est évident que vous n'êtes pas forcément gagnant, parce que quand vous livrez quelqu'un, il faut quand même le temps de transport, vous avez les risques de contrôle, vous évitez parfois les endroits où il peut y avoir des policiers, donc c'est jamais évident. Donc vous ne pouvez pas livrer 100 personnes en 3 heures, c'est pas possible. Mais donc ça veut dire quoi? J'insiste, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire des centaines d'euros, des milliers d'euros chaque jour par livreur? Alors, ça dépend, mais ça peut aller aux milliers d'euros, oui. Ça peut atteindre 5 000 euros par jour pour un livreur, parce qu'en général, ils ne vont pas se déplacer pour 5 grammes. Ils essayent d'avoir des commandes, comme vous l'avez dit précédemment, en groupe un petit peu plus importantes et de manière à ne pas se déplacer pour 5 grammes ou 10 grammes de cannabis, parce que là, pour le coup, ça vaut pas tellement le prix du déplacement. Fabrice, les sommes en jeu systématiquement. Quand on parlait des points de deal déjà, où c'était plusieurs dizaines de milliers d'euros par jour pour les très gros points de deal, là c'est pareil, on est sur des sommes ça dépasse l'entendement. Je sais, non, ça c'est pas une question d'entendement, mais c'est plus difficile à calculer, parce que là il faudrait une affaire avec les policiers qui prennent des notes, etc. Donc là j'ai pas encore ces chiffres-là, mais oui, c'est les sommes du trafic de drogue, c'est des millions d'euros par an. Mais pardon, si on n'a pas encore ces chiffres, si on n'a pas encore ces affaires-là, c'est parce qu'on ne s'était pas clairement attaqué à ce mode de livraison-là jusqu'à maintenant? Mais ça arrivait quand même, mais on remonte pas toujours la filière, vous voyez. Et puis on s'est beaucoup concentré ces derniers temps, même médiatiquement, sur les règlements de compte. Et je trouve à juste titre, car encore une fois, je ne dis pas ça se passe bien, mais c'est pas du même ordre entre les rafales de Kalachnikov, les victimes innocentes et ce qui se passe là, c'est d'un autre ordre. C'est une autre philosophie. Donc le ministre, pour vous, a bien fait d'avoir en priorité, en tête, le fait d'aller, taper justement les gros groupes, il le disait notamment sur les 2 groupes qui se partagent le marché marseillais, d'aller d'abord taper ces grands groupes-là, qui sont armés, qui sont dangereux, plutôt que d'aller chercher les petits dealers. De toute façon, c'est la priorité de la police judiciaire, en dehors même des instructions du ministre de l'Intérieur. Donc c'est aussi une prérogative de la justice. Oui, il y a les homicides, les grands trafics, c'est une priorité. On va écouter Gérald Darmanin.
Ces autres formes, vous le savez, c'est soit de livraison dite à domicile, ce qu'on appelle vulgairement le Uber Sheet, des scooters, des voitures, des livreurs qui apportent chez les gens leur dose de drogue. Très appuyé sur les réseaux sociaux. Il y a aussi des appartements, un trafic dit d'appartements, où on a finalement des clients qui vont dans des appartements pour récupérer ces drogues parce qu'ils ne vont plus sur la voie publique. Et nous avons déjà renforcé, nous allons encore plus renforcer la police d'Internet pour surveiller davantage les réseaux sociaux. Nous allons, comme on l'a fait dans plusieurs expérimentations, notamment en banlieue parisienne qui a très bien marché, faire des contrôles désormais systématiques de ceux qui livrent, notamment parce que nous en avons des renseignements de cette drogue. Voilà, contrôle systématique des livreurs. Jérôme Coumet. Je trouve qu'il y a 3 non-dits dont on ne parle pas suffisamment. Le premier non-dit, c'est qu'il faut suivre l'argent. Il ne faut pas oublier que Al Capone, il est tombé par ça. Oui. Et donc, peut-être qu'il faudrait renforcer donc les trains de vie, etc., d'aller vérifier tout ça. Bien sûr. Alors, ça avance. Hein. Il y a de plus en plus de saisies, y compris de produits de luxe, etc. Mais je pense qu'on peut aller plus loin. Deuxièmement, M. Darmanin parle des réseaux sociaux. Oui, il faut les surveiller. Mais il faut peut-être qu'on arrive à réglementer les réseaux sociaux. Vous avez un tiers de la vie des Français qui se passe sur les réseaux sociaux et c'est le Far West. Il se passe tout et n'importe quoi. Alors évidemment, il y a la partie problème démocratique et puis il y a la partie la prostitution sur les réseaux sociaux, la drogue sur les réseaux sociaux. Et à un moment donné, il va falloir taper aussi les réseaux sociaux. Parce qu'on ne peut pas tolérer à ce qu'il se fasse tout et n'importe quoi sur ces réseaux sociaux. Hein, et puis, il y a encore des choses sur lesquelles il va falloir qu'on avance enfin dans ce pays. C'est sur la question de la légalisation ou pas d'une partie des drogues, et notamment de l'herbe et du Alors, shit. ça va être difficile en 40 secondes de relancer ce débat-là, mais ça pose la question des clients, Fabrice Risoli, dans tout ça. Parce que sans clients, c'est ce que répète toujours Gérald Darmanin, sans clients, il n'y a pas de trafic. Ah, vous avez le droit de rêver d'un monde sans drogue, mais... Ça n'arrivera pas. Non. Bon. Donc, mais donc la légalisation. C'est la fin de l'utopie. Fin de l'utopie, ça a duré 15 secondes en plateau. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'aux Pays-Bas, c'est depuis 1974, on peut acheter son cannabis dans un magasin. J'ai pas dit que c'était le modèle à suivre, dans un magasin. Et que la jeunesse hollandaise est celle qui fume le moins de cannabis en Europe. Ouais, et puis maintenant l'Allemagne, les États-Unis, le Canada... Bon, c'est un argument. Il y en a d'autres, mais c'est un argument. Il paraît solide, celui-là, mais il y en a d'autres. On reverra le débat peut-être à un autre moment. Merci en tout cas à tous les quatre. Merci Rudy Mana d'avoir été également à distance avec nous. Voilà ce que l'on pouvait dire donc sur ces livraisons de drogue. Nouveau combat de Gérald Darmanin. On va se retrouver dans un instant.